Bonjour! On continue notre série de vidéos sur notre module 1 en chimie 1. Aujourd'hui, on va faire les questions 39 à 70 aujourd'hui. Alors voilà, maintenant nous sommes rendus dans la notion moderne de l'atome. Donc, comment on le perçoit aujourd'hui? Donc, c'est quoi l'atome? C'est la plus petite particule d'un élément qui conserve l'identité et les propriétés de cet élément. Lorsqu'on parle des propriétés, on peut parler du spectre d'émission, comme on a déjà parlé. On peut parler du point d'ébullition, le point de congélation, l'interactivité avec les autres éléments, etc. C'est quoi la plus petite particule de ton crayon qui sert à écrire? Donc, si tu regardes le bout de ton crayon, c'est un atome de carbone qui est au bout de ça. En réalité, prochaine question, c'est quoi la mine de plomb? On dit que c'est un crayon de plomb. Bien, la mine de plomb des crayons, vraiment, c'est du graphite, OK? Puis, c'est une des formes que l'élément carbone peut prendre. Donc, c'est une forme qui est solide. Maintenant, dans les atomes, on a des plus petites particules qu'on appelle les particules subatomiques. On les a déjà vues avec l'histoire de l'atome. Donc, on a nos protons positifs, nos neutrons négatifs et nos électrons qui ont une charge négative. Dans le noyau, on peut retrouver les protons et les neutrons. Donc, on a vu ça avec le modèle de Bohr-Rutherford. Et les électrons circulent autour du noyau sur des couches électroniques. Donc, ceci, c'est un petit tableau que vous avez recopié qui nous montre les trois particules subatomiques, leur charge électrique, le symbole, leur masse en grammes et leur rayon. OK, on s'entend qu'on parle là, des particules minuscules, OK? Alors, l'électron a une charge négative et nommé par le E négatif. Regardez sa masse, 9,02 fois 10 à la négative 28. Ça veut dire qu'il faudrait que je tasserais ma virgule 28 fois pour faire mon 0,0000000. OK, c'est minuscule. Et son rayon, c'est moins que 10 à la moins 18. OK, donc c'est extrêmement petit et c'est en mètres ici. Proton, une charge positive, c'est un P avec un positif. On regarde sa masse. Déjà, on peut voir une petite différence. Lui, au niveau de sa masse, il est à la moins 24. Ici, on est dans l'ordre de 10 000. Donc, de négatif 28 à négatif 24, on est dans l'ordre de 10 000 fois plus gros, le proton. Mais c'est quand même extrêmement petit, là. Faudrait tasser ma virgule ici de 24 fois. Oh, pas de ce côté-là, de ce côté-là, pardon. Alors que les rayons du proton, on est dans les 10 à la moins 15. Donc ici, on est dans un facteur de 1000. Donc le rayon du proton est 1000 fois plus gros en mètres que l'électron. Si on regarde notre neutron, charge neutre, N0, 1,67 fois 10 à la moins 4. Donc, c'est presque la même masse pour le proton et le neutron dans le noyau et aussi le même rayon. Alors, avec ce tableau-là, on peut réaliser que la particule subatomique, c'est l'électron qui a la plus petite masse et aussi le plus petit rayon. Maintenant, comment est-ce qu'on exprime la masse de ces particules-là? Bien, c'est tellement minuscule, c'est tellement des petits chiffres. Ça fait que là, les scientifiques ont travaillé différentes façons de travailler la masse. Donc, si j'avais 6,02 fois 10 à la 23 protons ou neutrons, cette masse-là serait 1 gramme. OK? Et quelle serait la masse d'un seul proton ou d'un seul neutron? Donc, on a vu que c'était 1,67 fois 10 à la 24, mais on va utiliser l'unité de masse qui est le U. Puis ça, c'est une unité de masse atomique. Donc, c'est vraiment au niveau de l'atome, quelle est sa masse par rapport à l'atome. Donc, c'est une nouvelle unité de masse que probablement vous n'avez jamais vue avant. Donc, les chimistes vont donc se servir de cette unité de masse atomique-là, ce U-là, pour être capable de comparer les masses des atomes ou des particules subatomiques. Donc, la masse d'un proton, c'est de 1 U, ce qui équivaut au 1,67 fois 10 à la négative 24 grammes. OK, maintenant,
si je vais voir pour un élément du tableau périodique et je regarde les atomes de cet élément-là, qu'est-ce qu'ils ont en même nombre? Donc, tous les atomes d'un élément ont toujours le même nombre de protons dans son noyau. Et c'est une des façons par laquelle on peut identifier un élément, c'est en sachant le nombre de protons à l'intérieur du noyau. Si je dis qu'il y a 8 protons, ça va toujours être l'oxygène. Si je dis qu'il y a un proton, ça va toujours être l'hydrogène. OK? Alors, le nombre de protons est vraiment une bonne identification de quel atome, alors quel élément qu'on travaille avec. Les chimistes ont décidé l'expression numéro atomique avec le symbole Z. Donc, le Z va nous donner le nombre de protons qu'il y a dans un noyau d'un atome, d'un élément. Ah, c'est bientôt, je pense, qu'on voit ici le numéro atomique, voyez-vous. Donc, c'est vraiment un élément important dans la classification. On a déjà vu... je ne sais pas si je l'ai vu plus tôt, on va le voir plus tard, que le numéro atomique a vraiment été utilisé pour créer le tableau périodique. Je pense qu'on le voit plus tard. Quand je regarde la masse d'un atome, on est dans des petites masses. Mais qu'est-ce qui crée la masse d'un atome? Si tu regardes le tableau, on voit que nos deux particules subatomiques les plus lourdes sont les protons et les neutrons. Alors, quand je regarde la masse d'un atome, c'est vraiment la masse des protons puis la masse des neutrons qui va influencer la masse de l'atome. L'électron a tellement une source négligeable de masse qu'il ne va pas influencer dans la masse de l'atome. Cette masse-là, on appelle ça le nombre de masse et ça, c'est caractérisé par la lettre A. Ça veut dire que la lettre A, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Parce que ce sont ces deux-là qui influencent la masse de l'atome. Donc, lorsqu'on regarde le nombre de masse d'un élément, lorsqu'on regarde l'élément A, qu'est-ce que c'est? C'est la somme, donc l'addition du nombre de protons et du nombre de neutrons. Donc, si je regarde un petit exemple, si je dis qu'un élément possède... j'aurais dû enlever ça. Si je dis qu'un élément possède 47 protons, 60 neutrons et 47 électrons. Quel est son Z? Le Z, c'est le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Alors, je viens ici et son nombre de protons va être 47. Quelle est maintenant la masse, le nombre de masse, qui est le A? Bien, le A, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Alors, ici, pour mon élément, j'ai 47 protons plus 60 neutrons. Alors, ceci, ça me donne 107. Alors, ça serait le nombre de masse, le A. Reproduis la figure 2.3. Donc, habituellement, sur un tableau périodique, on peut avoir des tableaux périodiques très avancés avec beaucoup d'informations. Mais si on a des tableaux périodiques un peu plus simples, habituellement, les 3 éléments d'information qu'on va surtout retrouver sont, dans le milieu, le symbole chimique. Donc, un exemple, l'azote, je mettrais un N. Ensuite de ça, on a le numéro atomique. Donc, l'azote a 7 protons. Donc, le Z serait 7. Et le nombre de masse, qui est le A, donc le neutron a... l'azote a 7 neutrons. Donc, le A, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, il y a 7 protons et 7 neutrons. Alors, son nombre de masse est 14. Je pense que l'exercice ici vous fait pratiquer à trouver les nombres de protons et neutrons. Donc, dans un tableau périodique... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bon. Je m'excuse pour ce petit problème technique. Bon. Remarquez que dans un tableau périodique de base, avec le nombre de masse et le numéro atomique, on peut déterminer directement le nombre de protons, mais on ne peut pas trouver directement le nombre de neutrons. Il faut faire un petit calcul dans sa tête.
OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire maintenant sur le nombre d'électrons dans un atome neutre? Neutre veut dire qu'il y a le même nombre de charges positives que de charges... qu'est-ce que je viens de dire? Le même nombre de charges positives que négatives. Donc, il est possible de déduire que le nombre d'électrons d'un atome neutre, c'est aussi son numéro atomique, le Z, parce que le Z donnait le nombre de protons. Donc, si mon atome est neutre, ça va aussi me donner mon nombre d'électrons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un atome neutre sur le plan électrique? Donc, les atomes de chaque élément sont neutres sur le plan électrique, c'est-à-dire que les charges positives, les protons, doivent contrebalancer les charges négatives. Donc, ils doivent être en nombre égal. Donc, le nombre de protons doit être égal au nombre d'électrons pour que l'atome soit neutre sur le plan électrique. Donc, on peut donc conclure que dans un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Je viens de l'écrire ici. Maintenant, on va parler des isotopes puis de la masse atomique. Donc, si je regarde les différents atomes d'un même élément, OK, des fois, il y a des choses, ça dit quelle est la particule présente dans le noyau qui peut varier. Le proton ne peut pas varier. Je vous ai dit que c'était une façon d'identifier mon atome. Alors, le nombre de neutrons, lui, il peut varier. Je vais tout de suite aller au numéro 64 ici. Si on prend l'atome d'oxygène, on dit qu'on a l'oxygène 16. Ça, OK, c'est le nombre de masse. C'est mon A. Bien, si tu regardes le numéro atomique de l'oxygène, le Z, c'est 8. Ça veut dire que dans l'atome neutre, il y a 8 protons et il y a 8 électrons. OK? Si on regarde l'atome d'oxygène dont son nombre de masse est A, je sais que le A, ça inclut les protons plus les neutrons. Alors, si je sais que j'ai 8 protons et que mon nombre de masse est 16, ça veut dire qu'ici, j'ai 8 neutrons dans mon noyau. Mais regardez ici, l'oxygène 17. N'oubliez pas, ça, c'est le nombre de masse. Dans le nombre de masse, il y a le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Mais l'oxygène continue à avoir 8 protons. Ça ne change pas. Les protons sont stables pour un même élément. Mais si son nombre de masse est maintenant rendu 17, je dois additionner quoi à 8 pour que ça fasse 17? Je dois additionner 9. Ça veut dire que l'atome 17 d'oxygène a 9 neutrons dans son noyau. Donc, on voit que le nombre de neutrons peut changer. On a même l'atome d'oxygène 18. C'est mon nombre de masse. C'est mes protons plus mes neutrons. Je sais que je dois absolument avoir 8 protons. Alors, j'ai additionné quoi à 8 pour que ça vienne 18? J'ai additionné 10 neutrons. Alors, pour le même élément, le nombre de neutrons peut changer et c'est ce qu'on appelle des isotopes. Donc, les isotopes sont des atomes d'un même élément parce que le nombre de protons reste constant. Ça représente le même nombre de protons que tous les autres atomes de l'élément, mais les neutrons à l'intérieur du noyau changent. Puis ça nous apporte à parler de la radioactivité. OK? Des fois, quand les noyaux sont instables à cause du nombre de neutrons, ils vont se désintégrer, ils vont se briser. Puis ça, quand ça va se faire, cette désintégration-là, ça va libérer de l'énergie et des particules subatomiques, donc des neutrons. Comment est-ce qu'on appelle les isotopes d'un élément quand ils sont instables? On les appelle des isotopes radioactifs ou des radioisotopes. OK? On peut parler ici de l'uranium, qui est une sorte d'isotope radioactif utilisé dans les centrales électriques pour faire de l'électricité. Les chimistes ont réussi à synthétiser 10 autres isotopes que ceux naturels de l'oxygène. Ça va être quoi ces isotopes-là? Bien, vu qu'on les a synthétisés, on les a créés en laboratoire, ils vont automatiquement, mis en milieu naturel, se désintégrer, libérer de l'énergie puis des particules. Donc, ça va créer des radioisotopes qui sont instables. OK.
Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un atome peut réagir avec d'autres atomes? Là, on parlait de l'atome tout seul, mais vous connaissez plein de molécules déjà. Vous connaissez la molécule de CO2, vous connaissez la molécule d'H2, vous connaissez peut-être la molécule de glucose. Ah là, c'est la biologiste qui parle. C'est 6H12O6. Ceci, ce sont des molécules avec différents atomes. Qu'est-ce qui fait que les atomes peuvent réagir? C'est les électrons qui va faire qu'un atome peut réagir ou pas avec d'autres atomes. Parce que le proton, lui, et les neutrons dans le noyau, ils n'interagissent pas avec les autres atomes. C'est vraiment les électrons dans leur couche électronique. De ce fait, les propriétés chimiques des éléments vont dépendre des électrons parce que c'est les électrons qui peuvent réagir à ce qui se passe autour d'eux. Ceci nous apporte à la théorie atomique moderne. OK? Donc, on a pris les points de Dalton et on les a modifiés. Vous avez probablement réalisé, en les copiant, qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Là, j'ai tout dit ça, puis je n'ai pas vérifié mes notes. OK. Donc, toute matière est constituée de minuscules particules appelées atomes. Chaque atome est formé de particules subatomiques plus petites, les protons, les neutrons et les électrons. OK? Donc, si tu regardes la théorie de Dalton, j'aurais dû la sortir. Théorie de Dalton, lui disait, toute matière est constituée de minuscules particules appelées des atomes. Ça, c'était tout pareil. Il a dit, il est impossible de créer un atome, de le détruire ou de le diviser en particules plus petites. OK? Donc, lui, il avait écrit ça. Ici, on a rajouté que c'est formé de particules subatomiques et on les a nommées. Prochain point, on ne peut pas transformer les atomes d'un élément en atomes d'un autre élément par une réaction chimique. Donc ça, c'est exactement pareil à ces postulats originaux. Les atomes d'un même élément ont les mêmes propriétés, entre autres les masses presque identiques et la même taille. Ces propriétés sont différentes de celles des atomes de n'importe quel autre élément. C'est pas mal pareil à Dalton. Et finalement, les atomes des différents éléments peuvent se combiner dans des proportions données pour former des composés. Ça aussi, c'est pas mal pareil. Dalton, il disait des proportions précises. Nous, on a dit des proportions données. Alors, c'est ici que je m'arrête. Vous avez un travail de révision ici qui vous permet de réviser tout ça qu'on vient de voir et la suite sera dans une autre vidéo. Bon travail!